up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très en retard, normalement cette émission a dû se faire il y a quelques jours, mais c'est de ma faute. Je m'excuse auprès de mes invités. Je suis en retard parce qu'on va parler d'un film qui s'appelle Du crépitement sous les néons, et le film est sorti le 16 de cette semaine, donc de ce mois. On est le 18, et il faut quand même en parler, c'est important, et je suis donc très content de recevoir les deux cinéastes qui se font appeler FGKO, on va dire Kevin et Fabrice, et merci pour votre patience et votre compréhension. Le film est là déjà, il existe depuis quelques jours, il existe par rapport aux spectateurs, donc merci de prendre le temps de discuter avec moi. Comment allez-vous? Ça va très bien ce matin. Merci bien, Samir de nous merci à toi. accueillir. Ouais. Deuxième question, comment allez-vous maintenant, 2 jours après la sortie du film? Comment vous vous sentez? C'est une autre question, ça. Non, ça va bien. On se sent beaucoup plus léger, moins stressé, moins fatigué. C'est une bonne sortie, même si ça a été une sortie compliquée, parce que c'est un genre de film qui est compliqué à sortir en salle aujourd'hui, parce que ce genre de film, maintenant, on le voit plus souvent sur les plateformes. Donc motiver les exploitants à prendre le film, c'est toujours une mission suicide, mais je pense que The Joker, le distributeur, a fait ce qu'il a pu. Et voilà, on est dans 65 salles en première semaine. On espère en avoir plus en deuxième, mais après, c'est le jeu. Il faut que les gens aillent au cinéma, aillent le voir. Il faut qu'ils soutiennent le film parce que maintenant, il leur appartient, il ne nous appartient plus. Mais c'est une bonne sortie, nous, on est contents. C'est l'aboutissement de 4 ans de travail. Et voilà, nous, on tu sais, entre le moment où on a eu cette idée, où on l'a écrit, puis on l'a réalisé, puis ensuite il y a eu la post-prod. Finalement, aujourd'hui, il sort, c'est étrange, mais écoute, on est très fiers du film. Et maintenant, même si on espère le meilleur en salle, on pense déjà à la suite, donc on est très contents. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit parce qu'il y a 2-3 choses qui sont importantes. Je vais quand même juste remercier Stéphane Ribola, l'attaché de presse du film, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Mais ensuite, je vais, parce que je déteste dire n'importe quoi au niveau du synopsis, je vais quand même lire le synopsis et ensuite je rebondis sur ce que vous avez dit. Donc c'est l'histoire de Yann qui est sous contrôle judiciaire et qui rêve donc d'une nouvelle vie loin de la banlieue. Pour rembourser une dette, il accepte de convoyer jusqu'en Espagne une certaine Dara, qui est une jeune Nigériane prisonnière d'un réseau de prostitution qui est dirigé par Soumaï. Alors que Yann est recherché de toutes parts, Dara va tenter d'échapper à son geôlier pour retrouver sa liberté. C'est le synopsis que l'on trouve dans le dossier presse et sur Allociné. Mais avant de parler de l'intériorité du film, vous avez dit ce genre de film, normalement, c'est sur les plateformes, donc Netflix ou je ne sais quoi. Ça veut dire quoi, ce genre de film? Si tu veux, aujourd'hui, le film de genre a trouvé sa place sur les plateformes et est de plus en plus compliqué à monter financièrement pour les salles, parce que quand tu vois l'état du marché, finalement, ce qui fait des entrées et ce qu'on ne fait pas, on se rend compte que de plus en plus de films de genre se cassent un peu la figure en salle, alors qu'ils ont énormément de succès sur les plateformes. Sûrement parce que, tu sais, avec le Covid aussi, les gens ont pris certaines habitudes de regarder des films chez eux et vont se déplacer pour des gros blockbusters, des comédies. On va emmener les enfants aussi, voilà, au cinéma le mercredi. Donc, c'est des sorties comme ça. Mais on se rend compte que pour les films un peu plus confidentiels, les films de genre, voilà, les films un peu, nous, en l'occurrence, un thriller, un film noir, c'est plus compliqué. Si tu n'as pas un gros casting, si tu n'as pas, je sais pas, un fait d'actualité qui va faire que les médias vont s'en emparer, je pense à Novembre, ou je sais pas, il y en a plein d'autres. Et si tu n'as pas un festival majeur aussi. Ou si voilà, tu n'as pas une sélection à Cannes, et c'est plus dur de faire exister ton film en salle parce que ça coûte très cher aujourd'hui de communiquer et tout. Et nous, tu vois, on a un film qui a coûté entre 1 million et 1,3 million. Et du coup, les investissements qui vont être faits dans les médias ne sont pas les mêmes que pour un film qui a coûté 10 millions ou plus. Parce que tout est aussi une question d'économie, de marché. Et voilà, je pense que pour un film comme le nôtre, c'est toujours un combat, la salle, alors que sur une plateforme, je pense que ça aurait été plus simple. Mais après, comme on le voit, voilà.
Mais après, ça a été une volonté de notre part aussi de le faire pour le cinéma et pas pour la plateforme. Donc on a joué le jeu, on a accepté d'avoir un budget beaucoup plus petit que ce qu'on aurait pu avoir avec une plateforme. Mais c'était notre volonté de le faire pour le cinéma. Et donc, malgré tout, on en est très fiers d'avoir réussi à le sortir. Quand vous avez pensé ce film, vous êtes parti, comment dire, quel a été le déclic pour faire ce film? Est-ce que vous êtes parti d'une image, d'un objet, d'un détail, ou plutôt d'une histoire que vous auriez entendue ici et là? Le déclic, ça a été la découverte du roman de Rémi Lassource dont est adapté le film. Et c'est vrai que ce qui a été peut-être le déclic, c'est que la façon dont Rémi écrit est très visuelle. Voilà, elle amène beaucoup d'images dans l'imaginaire. Et du coup, c'était assez facile de se projeter. Puis voilà, c'était des univers avec lesquels on était déjà, on avait déjà une certaine affinité. La banlieue, la nuit, voilà, la criminalité, des personnages sombres. Des personnages sombres et un peu chaotiques. Donc, et puis voilà, une promesse aussi d'ailleurs, de road trip, d'évasion. Et ça, je pense que ça nous a plu tout de suite. On s'est imaginé eux sur la route, au début opposés, puis qui allaient devoir s'unir. Donc je pense que ouais, c'est le roman et puis son univers visuel. Parce qu'il y a une séquence vraiment remarquable dans le film. C'est une scène qui se passe dans la voiture. En fait, il faut savoir que Yann n'est pas anglophone. Donc, il comprend pas l'anglais. Et Dara communique en anglais. Et il y a une scène incroyable. C'est que Dara a son téléphone portable. Il y a l'application, donc je pense c'est Google Trad vocal. Et elle lui dit quelque chose en anglais. Et ça traduit en français. Et réciproquement. J'ai trouvé cette séquence extraordinaire parce qu'elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses du film, mais elle dit aussi beaucoup de choses qu'il faut toujours utiliser pleinement le langage cinématographique pour raconter une histoire. Alors là, ça, c'est une base totalement... c'est tellement basique, ça en devient rigolo, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des films où on a l'impression finalement, l'auteur ou l'autrice aurait pu écrire un livre ou on sent qu'il n'avait pas vraiment besoin de l'objet cinéma. Alors que dans votre film, et notamment dans cette séquence, entre autres, on sent que s'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'histoire. Et je trouve que cette séquence aussi raconte tout simplement que la communication, c'est très sommaire, certes, mais la communication est importante. Et qu'on a l'impression que dans votre film, vos personnages se parlent, mais ne s'écoutent pas. Et cette séquence-là crée quelque chose. Et d'ailleurs, le film ensuite prend un rythme totalement différent. Et donc voilà, pour moi, il y a un truc avec cette séquence, avec la communication, mais aussi avec le fait qu'il faut utiliser pleinement l'objet cinématographique. Voilà, ce sont des questions de cinéma quand même que vous posez. Ouais, c'est marrant que tu vois ça parce que tout le monde ne le voit pas, donc ça fait plaisir de l'entendre. Mais oui, c'est vrai que on a essayé en tout cas d'être le plus réaliste possible. Et avant d'imaginer nos images pour le cinéma, on était déjà sur un scénario et sur une histoire qu'on voulait crédible. Mais on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ces deux personnages qui se comprennent pas. Lui, parce que c'est aussi une réalité, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais en France. Moi, alors que j'adore l'anglais, j'ai encore beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la technologie au bout des mains grâce au téléphone. Et on se disait, en fait, le plus simple et aujourd'hui le plus actuel, c'est qu'il utilise son téléphone pour pouvoir se comprendre. Et là-dedans, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fort parce que, comme tu dis, ils se parlent mais ils ne s'écoutent pas. Et c'est un peu ça à travers le téléphone, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est que on se parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on s'écoute peu. Et c'est ce qu'on a aussi essayé de faire dire dans l'histoire, et notamment grâce à ces scènes-là. C'est vrai, je rebondis là sur ce que disait Kevin. On vit dans un monde finalement où on est de plus en plus connecté virtuellement, mais de moins en moins connecté dans le réel. Et
Et du coup, ouais, cette scène, elle a, comme tu dis, ouais, elle a quelque chose d'assez révélateur de ça. Et elle illustre aussi le fait que nous, on cherchait, comme tu l'as dit précédemment, à raconter l'histoire de deux personnages finalement que tout oppose, qui parlent pas la même langue, qui viennent pas du tout du même univers, donc de prime abord, qui ne se comprennent pas. Et le défi, c'était de raconter cette histoire où ils allaient passer quasiment tout le film ensemble et de voir finalement comment ils allaient devoir arriver à se comprendre. Et finalement, je pense qu'ils se comprennent beaucoup plus par l'adversité qu'ils traversent, les échanges de regards qu'ils vont avoir. Et finalement, ça nous ramène voilà, à notre humanité que, voilà, que finalement, à la technologie ou ces trucs-là, même si elle peut être utile, je pense que c'est pas ce qui est c'est pas ce qui est le plus important. Finalement, tout ça, on pourrait s'en passer. Même, on arriverait toujours à se comprendre avec son prochain, même si finalement, on parle pas la même langue. Comment on filme des personnages comme ça? Des personnages comme ça qui, euh, qui existent déjà dans notre imaginaire, qui existent déjà dans notre rapport au cinéma, à la littérature. Il y a beaucoup de... Je n'aime pas parler de ça parce que ça veut rien dire en même temps, mais bon, il y avait ce qu'on appelait le film banlieue, ça existe encore, et en même temps, c'est pas un film banlieue le vôtre parce que vous sortez vous prenez vos personnages et vous les mettez finalement dans un territoire qui est la France. Et c'est plutôt, voilà, ça parle aussi d'une histoire française, c'est une histoire française. Mais comment filmer des personnages comme ça? Parce que j'ai toujours cette impression que vous avez une manière de les regarder, comment dire, il y a des moments où vous avez, j'ai cette sensation de pas trop vouloir les déranger, juste vouloir voir comment ils évoluent seuls sans vous. Enfin, c'est très troublant, votre film, et je trouve que c'est très beau parce que ça donne une fragilité déconcertante. Et donc, quand vous écrivez votre histoire, comment cela se passe? Est-ce que en même temps, vous faites votre découpage, vous écrivez directement en images, même si le roman, vous disiez qu'il y avait quand même une base très forte au niveau du visuel, et cet attachement à ces personnages, où en même temps vous avez une distance, enfin vous êtes près, vous êtes loin, enfin vous les regardez avec beaucoup d'empathie. Comment s'organise? Alors c'est de la cuisine interne, enfin j'imagine, mais comment ça s'organise tout ça? Bah, le découpage, c'est vrai que dès l'écriture, quand on en parle, on a plein d'images qui nous viennent. On aime bien faire des mood boards, donc aller chercher des photos de choses qui nous inspirent, qui vont apporter énormément au film, justement au moment du découpage et de la réalisation. Mais ce qu'on aime avec Kevin, c'est le réalisme. Et je pense que le cinéma réaliste a aussi ses codes, sa grammaire, etc. Et puis nous, ce qui nous plaît aussi avec ces personnages, c'est d'être dans leur intimité. Donc finalement, d'être assez proche d'eux pour pouvoir capter les moindres subtilités de leurs émotions. Donc c'est vrai qu'on est toujours assez proche et on aime beaucoup aussi les suivre, les filmer parfois de dos, tourner un petit peu autour d'eux. Comme tu dis, je pense que c'est pas pour pas les déranger, mais je pense que c'est dans les codes qui viennent beaucoup du documentaire. Voilà, de les suivre, d'utiliser des focales assez courtes, de tourner toujours dans des décors réels et voilà, de pas être dans des trucs artificiels, de pas essayer de trop styliser certaines choses ou faire des plans un peu trop esthétisants, mais d'être toujours dans quelque chose d'assez brut, de les montrer avec le plus de réalisme possible, même si dans cette réalité, on va toujours travailler sur certains détails, les couleurs, la lumière, voilà, pour rappeler l'atmosphère qu'on trouvait dans le roman. Mais c'est difficile d'expliquer ça. Après, c'est un travail qu'on imagine, comme tu as dit Fabrice, je rebondis un peu dessus, mais qu'on imagine dès le début de l'écriture du scénario. C'est vrai que on s'inspire de... Ça peut être des films, des images, de l'art, des tableaux, de la musique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans notre process de fabrication.
et qui reste jusqu'au tournage et même après en post-production. Par exemple, ça me fait penser là en t'écoutant, le choix de la caméra à l'épaule, par exemple, dès que tu vas utiliser une grue, un steadicam, dans l'inconscient du spectateur, tout de suite, tu es dans un mouvement, tu es dans une typologie de film qui porte en elle les codes du réel ou pas. Alors que quand tu es à l'épaule, tout de suite, ça raconte autre chose. Tu vois, tu n'es pas dans le cinéma américain plus spectaculaire. Et puis l'épaule apporte ce réalisme où on est toujours très proche de notre personnage. On cherche, en étant le plus proche possible d'eux, on cherche l'émotion, on cherche la petite étincelle qui va faire que la scène fonctionne et que ça parle aussi aux spectateurs. Et c'est vrai que c'est notre patte, c'est notre façon de travailler. On a un peu du mal à l'expliquer parce que pour nous, ça paraît hyper naturel, tu vois, mais c'est ce qu'on aime dans le cinéma. En tout cas, c'est le style qui nous a donné envie de faire du cinéma. Et j'ai l'impression que plus on fait de films, plus on le peaufine, exactement. Et puis, on prend aussi certaines libertés. Je pense au troisième acte du film où on s'éloigne de plus en plus, où pour le coup, on laisse respirer nos personnages. Partir, on élargit un peu plus les angles, on donne plus de choses à voir parce que dans cette partie, il y avait cette notion d'évasion, de liberté, de souffle. Donc c'est des choses qui évoluent dans le récit, alors qu'au début, on est très, très, très proche, ça bouge beaucoup, c'est presque très énervé. Et plus le film passe, plus on s'adoucit, on se calme, jusqu'à les laisser partir. Il y a un côté anxiogène, presque étouffant. Et puis, voilà, pour montrer cette évolution, tu utilises justement ta manière de filmer, mais voilà, faut que ça reste cohérent quand même avec ce que tu as fait au début. Donc, ça peut être les focales, ça peut être les angles. Mais après, tu vois, je pense à des trucs qui me reviennent. C'est vrai que les scènes d'intérieur, on est très, très proche. On est même très proche de nos comédiens. On adore remplir le vide. Ça veut dire que en arrière-plan, on se sent obligé de rajouter des accessoires, de la couleur pour justement raconter les personnages ou l'émotion de la scène. Si finalement il n'y a rien, c'est vide et du coup ça va donner cette impression de vide. Du coup, on aime bien charger parce que justement on a des personnages qui trimballent avec eux déjà pas mal de bagages. Donc on va essayer de raconter au maximum toujours qui sont nos personnages et qu'est-ce qui se joue dans la scène avec le décor. Et ça passe par un travail, comme disait Kevin, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses, que ce soit dans tous les aspects de la déco. Et après, à l'extérieur, on s'éloigne un peu plus, on se permet un peu plus de bouger autour de nos comédiens. On sent qu'en fait, à l'extérieur, on a vraiment la place. Alors que à l'intérieur aussi, mais on se sent beaucoup plus à l'aise en extérieur. En intérieur, on a toujours l'impression qu'il faut charger pour que ça fonctionne. Et puis vous avez aussi une manière de casser le rythme. C'est très étrange votre film parce que c'est un film qui est composé d'images que vous avez fabriquées, mais ces images que vous avez fabriquées, bien évidemment, elles sont aussi le résultat de ce que vous avez pu voir dans votre vie, dans des salles de cinéma, dans votre cinéphilie. Et il y a des moments, plutôt comme vous disiez très justement, peut-être au second et troisième acte, il y a des moments où il y a des scènes extrêmement fortes, et puis d'un seul coup, vos personnages ont une attitude qui est peut-être extrêmement incohérente avec la scène qu'ils viennent de vivre. Je pense par exemple à une des dernières scènes donc je ne vais pas spoiler, où ça se termine pas très bien et ils finissent par s'enfuir. Ils sont en Espagne et ensuite ils vont se baigner. Moi, ça me rappelle ces films de Johnny To où pendant 1 heure, je vais schématiser grossièrement, hein. Pendant 1 heure, le gangster est poursuivi par le flic, puis il se passe un truc qui fait qu'à un moment, le gangster se pose et prépare la tambouille. C'est génialissime, ça. Et j'avais et c'est très beau parce qu'en même temps, ça nous permet à nous, spectateurs, finalement, de vraiment s'identifier à eux, alors qu'on est dans un registre
différent, qui est un peu cauchemardesque, qui est le polar. Et le polar, c'est vraiment la définition du cinéma, parce qu'on est dans le rêve et le cauchemar, et c'est des entités un peu bizarres et tout. On est dans l'invisible. Et là, pour le coup, il y a des moments où on s'identifie, mais alors pleinement à vos personnages, alors que peut-être, moi me concernant, je savais pas vraiment grand-chose à avoir avec eux, mais là, pour le coup, oui, parce qu'il y a le temps qui est complètement suspendu, et ça nous parle. Et donc, ce rythme, j'imagine que c'était évident que le rythme, vous le cassiez en plusieurs morceaux. Ben, déjà, je voudrais revenir à ce que tu dis sur le fait de ressentir la même chose que nos personnages. C'est vrai qu'on essaye de mettre dans nos films des choses qui nous font kiffer à nous. Tu vois, par exemple, cette scène où ils arrivent au bord de la plage et qui vont se baigner. Nous, c'est des choses qu'on a vécues plus jeunes, cette soif de liberté, cette envie ce besoin de crier, ce besoin de se laver, tu vois, et c'est vrai que on met beaucoup de choses, on essaye de mettre beaucoup de choses de nous dans nos personnages, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça t'a parlé. Je pense que c'est pour ça que ça parle à certains spectateurs, parce que au-delà du cinéma, on essaye d'apporter un certain réalisme, une certaine réalité, et je pense que c'est des choses qui touchent n'importe quel humain. Et puis cette scène, elle a aussi quelque chose de symbolique, puisque c'est vraiment le moment où nos personnages, ils passent d'un univers très urbain, où ils sont toujours dans une forme de prison, d'oppression, à ce qu'il y a de plus naturel dans notre rapport au monde, qui est la plage, la mer. Finalement, on vient de l'eau. Et pour Yann, tu vois, d'aller spontanément dans l'eau, il y avait quelque chose comme de salvateur. Il allait se laver, mais comme si finalement il avait aussi son passé, et qu'à partir du moment où il ressortait de l'eau, il était un nouvel homme. Donc ça symbolisait aussi son évolution, sa transformation. Et puis ce rapport aussi il y a quelque chose d'un peu sauvage, quoi, qui est que finalement lui, il vient d'un univers où il voit jamais la mer, etc. Et là, d'un coup, il la voit, et tout de suite, on le sent en vie, on sent tout, voilà, tout ce qu'il y a d'animal aussi en lui. Donc c'était important pour nous de faire ce genre de scène. Ouais. Et après, tu avais une autre question. Non, c'était par rapport à ça, l'identification. Non, c'était vraiment. Et oui, au niveau du temps, le fait que vous cassiez le rythme assez souvent. Mais je pense que vous y avez répondu un peu. Au niveau du rythme, c'est vrai que. Alors, déjà, on a beaucoup travaillé le montage avec notre monteur Jean-Christophe Gouzy, qui est un monteur exceptionnel, qui a notamment monté Titane. Donc il est plus à son premier succès, mais c'est vrai qu'au niveau du rythme, nous ce qu'on aime dans le cinéma et ce qu'on essaye de faire, c'est être dans la scène et ne pas y rentrer. Tu vois, y être directement, ne pas installer les choses. Voilà, ne pas chercher à installer un décor, ne pas chercher à installer des personnages. En fait, l'action doit être dès le départ de la scène, tout de suite. Et en fait, c'est une forme d'urgence, et je pense que ça fonctionne bien avec notre histoire, avec ce qu'on a essayé d'installer en tout cas. C'est arrivé dans la scène, mais elle a déjà commencé, mais tu comprends en fait tout sans avoir vu ce qui s'est passé avant. Du crépitement donc sous les néons, c'est un film de FGKO, Kevin et Fabrice. Il est sorti le 16 novembre, et il faut quand même aller le voir, c'est très important. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie, et c'est vraiment passionnant. Et en tout cas, je suis très content vraiment d'avoir eu cette conversation avec vous. Je ne connaissais pas du tout votre travail, je sais que c'est votre deuxième long métrage, et donc je vais m'empresser de voir le premier, parce que voilà, ça donne envie en tout cas de revenir un peu de là où vous venez. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir pour nous aussi, et tes questions étaient super. Et n'hésite pas, si tu en as d'autres, ou pour une prochaine émission. En tout cas, on serait ravis d'y reparticiper. Et avec plaisir. C'est Voyoucratie.
Donc oui, je te conseille de le voir pour justement voir les similitudes et l'évolution de notre travail. En tout cas, je souhaite longue vie au film et il faut aussi y aller. C'est une forme d'acte de résistance, c'est important. Merci à vous deux en tout cas. Merci à beaucoup, toi. Samir. À très vite. Très vite. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.